Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger le brevet de maths session 2022. Commençons tout de suite par le premier exercice. Les thèmes abordés dans cet exercice sont les suivants. Les propriétés des droites parallèles, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, les grandeurs composées. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous, sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Alors, la première question est la suivante. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Alors, tout d'abord, j'observe que les triangles ACE d'une part, EBD d'autre part, sont rectangles respectivement en A et en B. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les droites CA et AE d'une part, EB et BD d'autre part, sont perpendiculaires. De plus, comme les points A, E et B sont alignés, cela signifie que les droites AE et EB sont confondues. Alors, comment je vais rédiger tout cela? On sait d'une part que les droites AC et AE sont perpendiculaires et d'autre part que les droites BD et EB sont perpendiculaires également. De plus, les points A, E et B étant alignés, cela signifie que les droites AE et EB sont confondues. Conclusion, les droites AC et BD sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, c'est qu'elles sont parallèles. J'en déduis quoi? Eh bien, j'en déduis que les droites AC et BD sont effectivement parallèles. Cette propriété va me permettre d'utiliser confortablement le théorème de Thalès dans la question qui va suivre. Donc, question numéro 2. Déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Alors, c'est une configuration classique du théorème de Thalès. C'est ce qu'on appelle la configuration dite du papillon de Thalès. La rédaction, c'est toujours la même, donc je vais essayer de faire ça proprement. Les triangles EBD et EAC de sommet commun E sont tels que, premièrement, A appartient à EB, C appartient à ED, les droites AC et BD sont parallèles, nous venons de le démontrer à la question précédente. Dans ces conditions, le théorème de Thalès me permet d'écrire l'égalité des rapports EB sur EA égale ED sur EC égale BD sur AC. En particulier, EB sur EA égale BD sur AC. Et d'après les produits en croix, j'en déduis que AC sera égal à EA fois BD divisé par EB. Je passe à l'application numérique, avec EB égale 5 pas, AE 20 pas et BD 1 pas. On a finalement AC égale 20 fois 1 divisé par 5, ce qui fait 20 cinquièmes, c'est-à-dire 4. Je peux en conclure que la rivière mesure 4 pas. Pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Montrez que la longueur CE vaut 13,3 mètres, en arrondissant au décimètre près. Alors là, j'ai un triangle ACE qui est rectangle en A. Je connais les deux côtés de l'angle droit, 4 pas, 20 pas, et je veux déterminer son hypoténuse. Eh bien, encore une fois, c'est un grand classique. Il va falloir utiliser le théorème de Pythagore. Donc allons-y. Dans le triangle ACE rectangle en A, on peut appliquer le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré est égale à CA au carré plus AE au carré. Comme CE est une longueur, eh bien j'en déduis que CE est égal à la racine carrée de CA au carré plus AE au carré. Je passe à l'application numérique. CE est égal à la racine carrée de 20 au carré plus 4 au carré. 20 au carré, ça fait 400. 4 au carré, ça fait 16. Et la racine carrée de 416, c'est environ 20,4 pas. Sachant qu'un pas vaut 65 cm et que 65 cm c'est 0,65 m, on en déduit que CE sera à peu près égal à 20,4 multiplié par 0,65, ce qui fait
effectivement 13,3 mètres comme cela était demandé. Quatrième question. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Calculez la vitesse du bâton en mètres par seconde. Eh bien, la vitesse, c'est défini, la vitesse moyenne, bien entendu, est définie comme étant le rapport entre la distance parcourue et le temps mis pour la parcourir. Autrement dit, d'après la question précédente, on peut affirmer que le bâton parcourt 13,3 mètres en 5 secondes. Cela correspond donc à une vitesse moyenne de 13,3 divisé par 5, ce qui fait exactement 2,66 mètres par seconde. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Alors, c'est un simple exercice qui nous permettra de convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure. Alors, je te rappelle la technique, elle est très simple. 2,66 mètres par seconde. C'est 2,66 mètres parcourus en une seconde. Je transforme les mètres en kilomètres. Donc, pour cela, je suis obligé de diviser par 1000. Je transforme les secondes en heures. Étant donné qu'une heure c'est 3600 secondes, et bien une seconde, ça sera 1/3600e d'heure. Ce qui donne au final 2,66 divisé par 1000, multiplié par 3600 divisé par 1, km par heure. C'est-à-dire 2,66 multiplié par 3,6, c'est-à-dire 9,576 km par heure. Conclusion. Comme 9,576 est inférieur à 10, on peut effectivement affirmer que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure. Voilà pour cet exercice 1. Passons au suivant. Les thèmes abordés sont les suivants. Les transformations du plan, les fonctions, la médiane statistique et les triangles semblables. Première question. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. On appelle cela également un QCM. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 3 réponses A, grand B et grand C sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse. Première question, on considère les figures 1 et 2. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Alors on observe tout d'abord que l'image de A c'est A', l'image de B c'est B', et l'image de E c'est E'. Eh bien, tu l'auras deviné, la transformation qui permet de passer de 1 à 2, eh bien c'est une translation. Question numéro 2. On considère la représentation graphique de la fonction g suivante. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Alors tout d'abord, g c'est une droite. La représentation graphique de la fonction g est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il s'agit d'une fonction linéaire. Maintenant, je veux trouver l'antécédent de 2. Si je veux trouver l'antécédent de 2, c'est que 2, c'est l'image du nombre que je cherche. Et les images, je les lis sur l'axe des ordonnées, ici. Voilà 2. Donc je pars de 2, je projette 2 sur la courbe, sur la droite, et je lis l'abscisse qui correspond à l'antécédent, c'est-à-dire 1. Je n'ai plus qu'à conclure, effectivement, 1, c'est bien l'antécédent de 2 par la fonction g. Question numéro 3. Soit f la fonction définie par f de x égale 3x au carré moins 7. Quelle affirmation est correcte? Tout d'abord, réponse A, 29 est l'image de 2 par la fonction f. Je remplace x par 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 7, 5. Ça ne fait pas 29, la réponse A n'est pas correcte. Je cherche l'image de 3. Je remplace x par 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 3, 27. 27 moins 7, cela fait bien 20. Donc la bonne réponse est effectivement 20. f de 3 égale 20. Alors en petit bonus, f est une fonction affine? Bien sûr que non, puisqu'une fonction affine, c'est une fonction de la forme ax plus b. Là, ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction carrée. Question numéro 4. On a relevé les performances en mètres obtenues au lancer du poids par un groupe de 13 élèves d'une classe. Quelle est la médiane de cette série de valeurs? Donc ici, il y a 13 élèves. Autrement dit, il y aura 13 valeurs. 13 étant un nombre impair, la médiane de la série est un nombre de la série.
Ce nombre, comment le trouver? Eh bien, il va falloir ordonner la série dans l'ordre croissant et prendre la valeur qui partage la série en deux sous-séries de même effectif. Alors, première étape, je vais placer toutes mes valeurs dans l'ordre croissant. 3,41, 3,7, 4,01, 4,28, 4,3, 4,62, 4,91, 5,15, 5,25, 5,42, 5,82, 6,07, 6,11. Première chose, je vérifie que j'ai bien mes 13 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je n'en ai pas oublié. Alors, la médiane doit séparer la série en deux sous-séries de même effectif. C'est donc la septième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'en ai 6 avant, j'en ai 6 après. C'est tout à fait correct. Donc la médiane, c'est 4,91. Dernière question, on considère la configuration suivante dans laquelle les triangles LAC et BUT sont semblables. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle BUT? Alors, puisque les triangles sont semblables, cela signifie que leurs longueurs sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité, je peux le déterminer par le rapport BU sur LA, ou UT sur AC, ou BT sur LC. Eh bien, 6,3 divisé par 2,1, cela fait 3. Autrement dit, les triangles LAC et BUT sont semblables, donc leurs longueurs sont proportionnelles. Le rapport de proportionnalité vaut 3. Autrement dit, le grand triangle BUT est un agrandissement de rapport 3 au carré du triangle LAC. Donc je dois multiplier par 9. Exercice numéro 3. Les thèmes abordés: décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers, diviseur d'un nombre entier, PGCD de deux nombres entiers, probabilité simple. Une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Parmi les 3 propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 252? Alors la première proposition, 2 au carré fois 9 fois 7. 9 n'est pas un nombre premier, donc la première proposition n'est pas correcte. Deuxième proposition, 2 fois 2 fois 3 fois 21. 21 n'est pas un nombre premier, donc la proposition 2 n'est pas correcte. Il ne nous reste plus qu'à vérifier la proposition 3. 2 au carré multiplié par 3 au carré multiplié par 7, cela fait effectivement 252. Petit b, donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 156. Eh bien, 156 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 13. Deuxièmement, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant toutes ces cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Donc, il faut d'abord vérifier 36 est bien un diviseur de 252, car 252 égale 36 fois 7. En revanche, 36 n'est pas un diviseur de 156. En effet, il n'existe pas de nombre qui, multiplié par 36, donne 156. Pas de nombres entiers, bien entendu. Donc 36 n'est pas un diviseur commun de 252 et 156, donc elle ne pourra pas réaliser 36 paquets identiques. Quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser? Donc ici, on cherche un diviseur commun à 252 et à 156, et on veut que ce diviseur commun soit le plus grand possible. Donc en fait, on cherche le plus grand commun diviseur de 252 et 156. Pour cela, on utilise leur décomposition en produit de facteurs premiers. 156 égale 2 fois 2 fois 3 fois 13. Et 252 égale 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Je vais chercher le plus grand diviseur commun à l'aide de cette décomposition. Eh bien, je vais avoir 2 fois 2 fois 3 dans les deux cas. Autrement dit, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. Eh bien, le plus grand diviseur commun
à 252 et 156, c'est 12. Et donc, elle pourra réaliser un maximum de 12 paquets identiques. Combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet? Eh bien, c'est très simple, il suffit de diviser 252 par 12, et on obtient 21 cartes de type feu, 156 divisé par 12, et on obtient 13 cartes de type terre. Dernière question, elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes. On suppose que les cartes sont indiscernables au toucher. Calculez la probabilité que ce soit une carte de type terre. Alors, toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirées, donc il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, la probabilité d'un événement est le rapport entre le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement et le nombre de cas possibles. Ainsi, la probabilité de tirer une carte de type terre, c'est le nombre de cartes type terre, 156, sur le nombre total de cartes, c'est-à-dire 252 plus 156, c'est-à-dire 408. 156 sur 408, on peut le simplifier, ça fait 13 sur 34, et c'est environ 0,38. Voilà pour cet exercice. Passons à l'exercice 4. Les thèmes abordés, déterminer l'aire d'un rectangle et l'aire d'un carré, développer un produit de deux facteurs, algorithmique et programmation, et enfin, résolution d'équations. Dans cet exercice, x désigne un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques ci-dessous. Tout d'abord, un rectangle, dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7, et un carré de côté x. Voilà mes deux figures géométriques. Première question, 4 propositions sont écrites ci-dessous. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. Donc, l'aire d'un carré, eh bien, c'est côté fois côté. Ici, le côté, c'est x, donc x fois x. C'est égal à x au carré. Ce n'est pas la peine de s'apesantir davantage sur la question. Question suivante. Montrer que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. L'aire du rectangle, eh bien, c'est le produit des longueurs. Donc, je suis allé trop vite. L'aire du rectangle, c'est x moins 3 facteur de x plus 7. Je développe à l'aide de la double distributivité. X fois x, x au carré. X fois 7, 7x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 7, moins 21. 7x moins 3x, cela fait 4x. Il me reste donc x au carré, plus 4x, moins 21. C'est ce qui nous était demandé. Question suivante. On a écrit le script ci-dessous dans Scratch. On veut que ce programme renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x, strictement supérieure à 3, bien entendu. Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Alors on va regarder d'un petit peu plus près ce programme Scratch. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on lance le programme. Le programme va nous demander de choisir un nombre, donc une valeur pour x, et d'attendre. On va définir deux variables que sont x et r. À la valeur x, je vais lui attribuer la réponse que j'ai rentrée, puis à la variable r, je vais lui attribuer le produit x fois x, donc x au carré. Ensuite, je dois ajouter quelque chose à x pour obtenir r, et enfin ajouter quelque chose pour obtenir r. Et je dois donner la réponse. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Je rappelle que l'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. Donc, le x au carré est déjà ici. Il me manque le 4x, donc ajouter 4 fois x à r. Et enfin, je dois ajouter moins 21. Donc, x au carré plus 4x moins 21. Et cela, je vais trouver la réponse dans quelle variable? Eh bien, dans la variable r. Voilà, c'est tout pour le programme Scratch, ce n'était pas très compliqué. Quatrième question. On a pressé la touche espace puis saisi le nombre 8. Que renvoie le programme? Eh bien, on va le détailler, ce programme. Le programme de calcul est le suivant. Choisir un nombre, l'élever au carré, ajouter à ce carré le quadruple du nombre de départ, ajouter moins 21 à cette somme. Alors, on part de 8. On l'élève au carré. On obtient 64. 8 fois 8, 64.
Puis on ajoute le quadruple du nombre de départ. Donc à 64, je vais ajouter 4 fois 8, c'est-à-dire 32. 64 plus 32, j'obtiens 96. Et enfin, à 96, j'ajoute moins 21. 96 moins 21, cela fait 75. Donc si l'on choisit 8 comme nombre de départ, on obtient finalement 75. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. Alors on veut que les aires des rectangles et du carré soient égales. Eh bien on va écrire ce que c'est que l'aire du rectangle. L'aire du rectangle c'est x au carré plus 4x moins 21, et l'aire du carré c'est égal à x au carré. Je résous cette équation. Donc cette équation est équivalente à x au carré plus 4x moins 21 moins x au carré égale 0. Les x au carré s'en vont, s'annulent. Il me reste donc à résoudre l'équation 4x moins 21 égale 0. Donc 4x est égal à 21. Donc x est égal à 21 quarts, c'est-à-dire 5,25. Voilà. Terminons par le dernier exercice. Les thèmes abordés, problème et conversion, volume d'un cylindre, calcul d'un pourcentage. Dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. On considère la situation suivante, une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique comme l'illustre l'image ci-dessous. Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. Alors, on a les caractéristiques de la vasque, le diamètre intérieur 40 cm, la hauteur intérieure 15 cm et la masse 25 kg. On nous donne un petit rappel, le volume du cylindre c'est pi multiplié par le rayon au carré multiplié par la hauteur. Et enfin, 1 décimètre cube, eh bien cela équivaut à 1 litre. Première question. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Eh bien, une journée, cela correspond à 24 heures, une heure à 3600 secondes. Autrement dit, en un jour, il y aura 86 400 secondes. Donc 86 400 gouttes qui vont tomber en une journée. Calculez en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. On calcule la quantité d'eau perdue par jour, donc 86 400 divisé par 20. Cela fait 4320 millilitres par jour, c'est-à-dire 4,32 litres par jour. On en déduit la quantité d'eau perdue par semaine, c'est-à-dire en 7 jours. 4,32 fois 7, cela fait 30,24 litres par semaine d'eau perdue. Montrez que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. On calcule le volume d'un cylindre. Alors on nous a donné en plus la formule pour le faire. Alors ce cylindre a une base qui est un disque de rayon 20 cm et de hauteur 15 cm. Donc le volume intérieur de la vasque sera donné par la formule pi fois le rayon au carré fois la hauteur, c'est-à-dire pi fois 20 au carré fois 15, c'est-à-dire 6000 pi centimètres cubes. Et 6000 pi centimètres cubes, eh bien cela fait environ 18,85 litres. Quatrième question, l'évacuation de la vasque est fermée et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Justifiez la réponse. Bien là, c'est assez simple. On vient de montrer que la quantité d'eau perdue est de 30,24 litres par semaine, alors que la vasque ne contient que 18,85 litres. Il est donc clair que l'eau va bien déborder. Dernière question. À la fin du XIXe siècle, la consommation domestique d'eau par habitant en France était d'environ 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant. Calculez le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant entre 2004 et 2018. Donc on va faire notre double bubble. Donc la première bulle et la deuxième bulle. Dans la première bulle, je vais y mettre
2004, dans la deuxième 2018. En 2004, 165 litres d'eau par jour et par habitant. En 2018, 148 litres d'eau par jour et par habitant. Alors, par quel nombre, par coefficient multiplicatif, je peux passer de 165 à 148? Eh bien, 148 divisé par 165, cela fait environ 0,897. Autrement dit, je passe de la première bulle à la deuxième bulle en multipliant par ce coefficient multiplicatif 0,897. La première bulle, eh bien, c'était le pourcentage de départ, c'est-à-dire 100%. 100% multiplié par 0,897, ça fait 89,7%. Autrement dit, entre 100% et 89,7%, j'ai donc subi une diminution de moins 10,3%. Et je peux conclure la baisse de la consommation entre 2004 et 2018 est d'environ 10%. Voilà, ce petit brevet est terminé et j'espère que les choses se sont très bien passées pour toi. À bientôt.